Bonjour à toutes et à tous et bienvenue à ce nouveau Good Morning Market du mercredi 17 août 2022. Alors, on commence par le contexte de marché. On commence comme d'habitude par l'Europe sur le vieux continent. Donc, on a terminé dans le vert. Le DAX a progressé de 0,68%, le CAC 40 0,34%. Alors, visiblement, le sentiment n'a pas été écorné par l'indice ZOO du sentiment économique en Allemagne qui est passé à moins 53,8 le mois précédent, de moins 53,8 le mois précédent à moins 55,3 points en août. Les analystes s'attendaient à un chiffre de moins 53,8. On notera d'ailleurs que le Wall Street Journal rapporte que l'Allemagne serait susceptible de maintenir en activité les 3 dernières centrales nucléaires du pays. Alors auparavant, je vous rappelle que les plans prévoyaient une mise à l'arrêt, une extinction de ces centrales d'ici la fin de l'année. Bien sûr, hein, la situation énergétique très tendue à l'heure actuelle a conduit à une telle décision. Et on notera que les prix de l'électricité continuent d'augmenter assez rapidement en Allemagne. Aux États-Unis à présent, le sentiment s'est légèrement amélioré par rapport au début de la séance d'hier, mais il y a toujours une bataille entre les acheteurs et les vendeurs et on n'arrive pas à avoir une direction claire. Il y a des résistances, on va en parler, notamment concernant le S&P 500. De son côté, le 10 ans américain a gagné 1,5% à cause, grâce ou à cause des bonnes données sur la production industrielle américaine. Une production industrielle américaine qui s'est accélérée à 0,6% en juillet contre des attentes de 0,3%. On notera également que l'utilisation des capacités de production augmente à 80,3% contre 80% précédemment. Visiblement, l'économie américaine se porte bien. Ça laisse plutôt présager une nouvelle forte hausse des taux aux États-Unis. C'est pour ça que des bonnes nouvelles sur l'économie américaine peuvent entraîner des baisses. C'est un peu une schizophrénie des marchés. Plus l'économie américaine prouve qu'elle est robuste, plus elle prouve qu'elle est en bonne santé, plus la Réserve fédérale américaine devra augmenter les taux de manière agressive. Et donc, la question est de savoir, est-ce qu'on aura droit à une hausse de taux de 50 points de base ou 75 points de base comme la dernière fois? Alors, après la volatilité des probabilités, les fluctuations des dernières semaines au gré des chiffres de l'inflation, les marchés estiment aujourd'hui à 57,5% la probabilité d'une hausse de taux au maximum de 50 points de base contre 42,5% pour une hausse de taux de 75 points de base. Et ces données nous parviennent du baromètre de FedWatch. Alors un mot à présent sur le marché des matières premières et les matières premières énergétiques, tout d'abord. Alors on a eu une forte hausse des prix du gaz aux États-Unis et en Europe, où le spectre d'une crise énergétique majeure devient de plus en plus concret. On avait parlé du gaz naturel lors de cette analyse intermarché. Effectivement, on avait envisagé différents niveaux. On avait parlé du E1, E2 et E3. On s'attendait à un retour du rallye. Visiblement, c'est le top départ. On parlait justement de cette fin d'été, début d'automne, et on y est. Vous voyez, la hausse commence déjà. On a déjà atteint E2, on va le voir graphiquement. Notre prochaine cible est à E3. Tout cela, on va le voir. J'ai parlé de certains éléments techniques, notamment la résistance sur le S&P 500 et les gaz naturels. On va le voir graphiquement, pas d'inquiétude à ce niveau-là. Alors, on notera également la baisse du pétrole dans l'attente d'un éventuel accord avec l'Iran. Donc à présent, c'est l'Iran qui vient peser sur les cours du pétrole. Il y a aussi l'accord avec les États-Unis, mais il y a principalement les nouvelles selon lesquelles l'UE examine favorablement les propositions de l'Iran, et selon l'Union européenne, les propositions de l'Iran sont très constructives. Ça vient accélérer les baisses. Alors, les métaux précieux ont perdu du terrain parce qu'il y a eu ces bonnes données sur la production industrielle et aussi les attentes du compte rendu de la Fed qui est prévu pour ce soir, le procès verbal du FOMC à 20 heures. Les deux événements d'aujourd'hui, ce seront donc les ventes au détail et le procès verbal du FOMC, donc les minutes de la Fed. C'est ce qui rythmera la séance d'aujourd'hui. On notera tout de même hier qu'on a pris connaissance aussi de chiffres sur le pétrole qui ont continué à peser, parce qu'on a eu une destruction des stocks supérieure aux attentes. Donc ça aussi, avec l'accord iranien, est venu peser sur les cours du brut avec un WT aux portes des 87 dollars et un Brent à 93 dollars. Donc voilà pour le tour d'horizon des différents marchés, des différentes actualités, du contexte de marché. On passe à présent aux détails techniques. Alors le DAX
Très belle remontée du DAX, effectivement, depuis les récents creux, sortis du nuage par le haut, je vous le rappelle, en attente de validation. Une validation qui devrait intervenir de la Chicouspan si celle-ci parvient à son tour à franchir le nuage. Et donc ici, on aurait une validation. Et donc concrètement, on a une importante zone de résistance. C'est ce qu'on peut en déduire. Et la voici. Cette zone de résistance est comprise entre le seuil psychologique à 14 000 points. C'est une résistance majeure ici, les 14 000 points. Et ce moment, donc aux alentours des 14 100, est donc le moment où la Chicouspan sera libre de cet obstacle qui est le nuage. Donc, importante zone de résistance ici, de deux choses l'une. Soit les vendeurs reprennent la main ici, et dans ce cas-là, la target serait la SSB, et donc on irait chercher les 13 500 points environ. Soit on franchit cette zone de résistance comprise entre le seuil psychologique des 14 000 points et les 14 100, et dans ce cas-là, on va s'attaquer directement à la borne inférieure du biseau d'élargissement, l'extension plutôt de cette borne inférieure. Une borne inférieure que l'on a attaquée à 2 reprises. Ça s'est soldé par un échec, à 2 reprises. Alors, est-ce qu'on va franchir cette zone de résistance entre 14 000 et 14 100 pour aller s'attaquer aux 14 600 environ, donc la borne inférieure, à voir. Donc voilà pour le scénario haussier, c'est ici qu'on rencontrera une résistance, une forte résistance, si on parvient à franchir cette zone majeure de résistance renforcée par le seuil psychologique des 14 000 points. Si on échoue ici, on va aller chercher les 13 500. Voilà pour le DAX en données journalières. C'est en données journalières que l'on a toutes les données. On le voit ici en données H4, on n'a pas grand-chose depuis le double creux. On n'a pas eu de nouvelles en données H4, on n'a pas eu de signaux. Rien d'intéressant parce que c'est une tendance haussière régulière. Le nuage accompagne la hausse et agit en tant que support. Vous voyez, il y a eu quelques tests ici et là, mais la tendance est bel et bien régulière. On a largement surpassé l'objectif théorique du double creux, comme vous le voyez, un objectif théorique qui correspondait au retracement de Fibo à 50%. Les indices américains à présent, vous voyez le Nasdaq, donc aux États-Unis, le Nasdaq a été pénalisé par le repli des valeurs technologiques. Vous voyez, on a clôturé dans le rouge. Le Dow Jones, lui, a été porté par les bonnes performances de Walmart et Home Depot. Donc ici, un Nasdaq mitigé hier, malgré une validation du signal. On l'a eu cette validation du signal. C'est un peu ce qu'on attend pour le DAX. Sur le DAX, on a eu un signal d'achat il y a assez longtemps et on attend la validation de la Chikou. On en a parlé ici, on a eu le signal. Et on attend la validation. Alors pour le Nasdaq, c'est fait. Job is done, c'est fait. Le signal est validé. Alors maintenant, est-ce que les acheteurs vont avoir suffisamment de force? Est-ce qu'il va y avoir un catalyseur? Est-ce que les chiffres vont être ce catalyseur? La donnée dont on va prendre connaissance cet après-midi, si je vous le rappelle, donc ça c'était hier. On a les ventes au détail. Est-ce que les ventes au détail vont permettre justement ce décollage du Nasdaq après la validation du signal? À voir. En tout cas, si ça ne le permet pas, prudence, parce qu'il y a un énorme trou d'air. On pourrait assister à un repli conséquent du Nasdaq, parce que ce trou d'air sera également disponible pour la Chicouspan, qui pourrait se replier jusqu'au seuil psychologique des 13 000 points. Ce serait un premier support si jamais on ne parvenait pas à poursuivre la précédente dynamique haussière. Et 13 000 points, c'est vraiment le support de la dernière chance avant le nuage, ici aux alentours des 12 250 même. 12 300, pardon. Donc, prudence sur le Nasdaq, en données H4, pas grand-chose. Alors, S&P 500, c'est très intéressant, c'est peut-être ce qui nous met la puce à l'oreille pour le Nasdaq. Peut-être que le Nasdaq n'aura pas la force suffisante, comme on l'a vu ici, pour aller plus haut, malgré la validation du nuage. Et peut-être que le Nasdaq va aller justement à 13 000 points. Dans ce cas-là, cela voudrait dire que le S&P 500 ne sera pas parvenu à franchir une résistance qui est là, nez à nez avec lui. On ne la voit pas pour le moment, mais c'est vraiment ce qui travaille le S&P 500 à l'heure actuelle. C'est une résistance que la plupart des opérateurs ont devant les yeux pour le S&P 500, et c'est pour ça qu'elle marche. Et c'est la moyenne mobile à 200 périodes. La moyenne mobile à 200 périodes qui n'a pas été testée depuis très longtemps. On n'a pas clôturé au-dessus depuis début avril. Ici, c'est la dernière fois qu'on avait réussi à clôturer au-dessus avant d'invalider son franchissement et de repartir à la baisse. On avait eu une tentative de test le 21 avril et on est allé marquer les creux. Donc, tout le monde a sous les yeux cette résistance. On est en train de la tester. Et ici, ça pourrait être un excellent point de vente. Et cela se confirmerait avec le Nasdaq qui viendrait se replier pour aller chercher le niveau que l'on a abordé sous les 13 000 points. Il me semble 12 300. Donc, prudence pour les valeurs technologiques, prudence pour le Nasdaq, prudence pour le S&P 500 qui fait face à sa moyenne mobile à 200 périodes.
que tous les opérateurs ont sous les yeux. Et donc, c'est un niveau où on pourrait voir les vendeurs reprendre la main. C'est un niveau qui pourrait motiver les vendeurs à entrer en jeu à 4320 ici ou à 4300. Donc, prudence ici, une séance qui sera sûrement très intéressante et qui sera capitale. Alors, pas grand-chose ici en H4 encore une fois. Pour le Dow Jones qui prend de l'avance, porté par Walmart et Home Depot. On aura encore des publications aujourd'hui de résultats qui devraient influer sur le Dow Jones. En tout cas, on vient confirmer la cassure du seuil psychologique des 3400 points pour le Dow Jones. Alors, un mot sur les crypto-monnaies, on va le voir. On est toujours très bien orienté. On est toujours pour le Bitcoin sous la résistance des 25 000 $, pour l'Ethereum pour l'Ether, pardon, parce que l'Ether c'est le token, l'Ethereum c'est la blockchain. Ici, ça s'appelle Ethereum parce que c'est un CFD. De la même manière que le CFD DAX, on ne l'appelle pas DAX. Chez XTB, on l'appelle DE30 parce que c'est un CFD. Pareil ici, c'est un CFD, donc on l'appelle Ethereum, du nom de la blockchain. Le token, la crypto-monnaie issue de cette blockchain, native de cette blockchain, en lui-même s'appelle l'Ether. Donc, petite parenthèse. Donc ici, un Bitcoin qui est sous les 25 000 $, un Ether qui est sous les 2 000 $. On est toujours dans la même configuration, très bien orienté, sur le haut du range. Et vous voyez ici, une sortie du nuage pourrait peut-être, si on s'installe au-dessus des 25 000 $, on va avoir une validation très prochainement. Et là, ça nous permettrait d'aller chercher 30 000. Mais attention, parce qu'il a beaucoup de rebondissements ces dernières semaines, ces derniers mois sur le marché des crypto-monnaies. Donc on reste prudent, on est toujours sur le haut du range. Vous voyez, on avait eu cette première tentative de franchissement, on est venu se coller à la borne supérieure, échec, on revient au nuage. Donc, on est toujours dans le range, rien ne s'est passé pour le moment, il n'y a pas eu de signal, on attend. L'Ether est beaucoup plus performant aussi, l'Ether a cette résistance à 2250, après le seuil psychologique des 2000 $. Donc, ce sont les prochaines cibles si l'Ether parvient à se redresser. Et l'Ether fera mieux que le Bitcoin si la hausse reprend sur les crypto-monnaies. Pourquoi? Parce que on va passer du proof of work au proof of stake, donc de la preuve de travail à la preuve d'enjeu. Et donc c'est une méthode de validation des transactions qui n'est pas énergivore. Avec la preuve de travail, on consomme de l'énergie. C'est par du calcul informatique que l'on crée des blocs dans la blockchain, donc c'est très énergivore. Et donc, ce n'est pas à la mode de consommer de l'énergie, donc c'est pointé du doigt. Alors ici, on passe au proof of stake, on va consommer 99% d'énergie en moins pour l'Ethereum, on va avoir des transactions beaucoup plus rapides, on va avoir des frais de transaction beaucoup plus bas. Donc, c'est vraiment une métamorphose pour la blockchain Ethereum, ce qu'on appelle de merge. Et il y a eu des tests. Cette métamorphose, entre guillemets, c'est faite sur des réseaux tests, pas le vrai réseau. Tout fonctionne pour le moment sur les différents réseaux tests. Et donc maintenant, on attend le déploiement sur le réseau principal, prévu initialement le 19 septembre, mais il y a eu une réunion de une conférence de quelques développeurs de la blockchain Ethereum, et selon eux, de merge, donc la mise à jour finale de la blockchain Ethereum devra avoir lieu le 15 septembre et non le 19. Ça reste à confirmer, mais en tout cas, ça s'approche, le jour où l'Ethereum passe au proof of stake. Et là, je pense, si les conditions de marché sont favorables, on pourra avoir un Ethereum qui surperforme largement le Bitcoin. Donc, c'est pour ça qu'on le garde à l'œil, c'est pour ça qu'on fait très attention à l'Ethereum dernièrement. Vous voyez, la hausse tout de même régulière, un nuage qui n'a jamais été franchi, un nuage qui maintient les cours, même vers le bas de celui-ci, à plusieurs reprises. À présent, c'est vers le haut. On gagne du momentum et on approche de merge. Alors, est-ce que les conditions seront favorables sur le marché des crypto-monnaies? Est-ce qu'il y aura un certain appétit pour le risque ambiant à ce moment-là, ce qui permettra à l'Ethereum de se propulser? Voilà pour les crypto-monnaies. On passe à présent sur le compartiment des matières premières avec un gold qui a tenté de se redresser, qui se replie. On avait peur de ce double sommet en hebdomadaire. On semblait s'en éloigner, mais on a le nuage, on se replie à l'heure actuelle. Alors, est-ce qu'on va revenir vers la ligne de coup? Et là, effectivement, ce sera toujours d'actualité. À suivre, tout dépendra donc, bien entendu, du dollar américain. Donc ici, on avait parlé de ce nuage, il me semble. Ces deux nuages qui se rejoignent. Vous voyez, c'est quasiment impossible de franchir ce type d'obstacle, ce type de résistance. Deux nuages. Nuage journalier, ici, et le nuage H4. Et ça se solde par une baisse. Donc, à suivre nuage hebdomadaire et nuage journalier. Donc à suivre ici pour le gold, j'ai toujours mon biais baissier. Le pétrole WTI, lui, n'est pas allé jusqu'au niveau que j'avais annoncé, 96
65. Donc l'Iran est entré en jeu et on revient sur la borne inférieure ici, 86-80. Donc on laisse le pétrole pour le moment, hein. Donc vous voyez, on a pas mal de résistance visible ici en données H4. Donc cette baisse semble plutôt bien encadrée par le nuage Ishimoku et également par cette moyenne mobile à 100 périodes, hein. Vous voyez, c'est vraiment ce qui vient renforcer le nuage à chaque fois et renvoie donc les cours à la baisse. Alors, gaz naturel très rapidement, voilà où on en est, on repart de plus belle pour le gaz naturel. Je vous rappelle, hein, cette vidéo, on avait fait vraiment un scénario de long terme. On avait abordé un retour à E2, on est revenu à E2 à présent, c'est chose faite. Maintenant, ce qu'on a, voilà, d'ailleurs, on avait mis une ellipse ici pour montrer l'objectif ultime. Maintenant, c'est direction E3. Donc on stationne au-dessus de 2. Le mieux c'est que le marché nous dessine un petit quelque chose ici avant de repartir à E3. Et peut-être que ce sera à peine le point de départ d'un nouveau rallye ici, hein, parce qu'on arrivera donc à l'automne. Et donc c'est là où on fera face à une hausse de la demande de gaz naturel partout dans le monde. Et les États-Unis devront donc envoyer du gaz naturel liquéfié pour venir au secours de l'Europe, et ainsi de suite. Alors pour le moment, il me semble que les réserves sont remplies à plus de 70% à suivre. En tout cas, c'est vraiment la crainte, cette crise énergétique qui va se concrétiser de plus en plus à la fin de l'été, début d'automne. On avait parlé du coton. Très intéressant le coton. On avait parlé de cette figure en épaule-tête épaule inversée. On avait parlé de ces différents gaps à combler. On avait dit qu'on allait très certainement rapidement combler ces deux-là et que le gap ultime serait celui-ci. Alors vous voyez, ça allait très vite. L'épaule tête épaule a fonctionné, on est allé chercher l'objectif théorique, maintenant on est dans le nuage, je vous laisse deviner la suite. Vous voyez, on a même comblé ce gap qu'on a laissé passer, hein. On l'avait même pas vu la dernière fois, on l'avait pas marqué par un rectangle bleu. Donc on a finalement comblé 3 gaps d'affilée et il en reste un, le plus beau, le plus gros, un gap de près de 9%. Et ici, vous l'aurez compris, ça va dépendre du signal Ishimoku. Si on sort du nuage ici, c'est bon, le gap, on le comble. Et ça aurait été tout de même une très belle progression pour le coton, hein. Une hausse quand même de 40% si on arrive à combler ce gap. Donc je suis assez content ici de ce signal. On ne parle pas beaucoup du coton, personne ne parle du coton. Mais dans les matières premières, des fois, il y a des cadeaux comme ça. Et celui-là, c'en était un. La première partie du cadeau a été livrée. Est-ce qu'on va nous livrer la seconde partie du cadeau? C'est la question. En tout cas, voilà, hein, comme quoi de la volatilité, des signaux, il y en a partout. Il suffit de chercher. On passe à présent sur le marché d'échange avec le dollar américain. Alors, on a eu quelques remous pour le dollar américain qui est parti à la baisse, mais on retrouve la hausse, hein. Vous voyez, on est stationné sous la Kijun. En données H4, visiblement, on est prêt. Il suffit de casser cette Kijun journalière et je pense qu'on va vraiment bien redémarrer. L'euro-dollar, lui, a eu un petit moment d'euphorie en se rapprochant du nuage, hein, ce fameux nuage qui a empêché, qui a freiné toute tentative haussière. Depuis quand? Depuis très longtemps, depuis qu'on l'a franchi, hein, depuis juin 2021, ça fait plus d'un an que ce nuage ça fait 14 mois que ce nuage fait office de résistance. Donc ce n'est pas demain qu'il va être franchi. Là, on est sur la Kijun et lorsqu'on va la casser, on pourra envisager un retour à la parité. Et sur ce, on met un terme à ce Good Morning Market. Je vous souhaite une très bonne journée, une excellente séance de trading et je vous donne rendez-vous dès demain pour le prochain Good Morning Market.